À tous d'être là. Bienvenue chez COS. On est ravis de lancer ce cycle de conférences. Donc c'est aujourd'hui la première édition. Ce cycle de conférences est censé être bimestriel, c'est-à-dire à peu près tous les 2 mois. Donc la prochaine, on triche un peu, elle devrait arriver fin septembre, parce qu'on va laisser les 2 mois d'été passer. Donc on a voulu faire ces conférences avec 2 objectifs, un objectif officiel et un peu plus officieux. L'objectif officiel, c'est parce qu'on a très envie d'échanger et de débattre avec vous, avec des intervenants sur des sujets qui sont assez récurrents dans nos missions et puis des sujets qu'on défend aussi chez COS. Et puis l'objectif un peu plus officieux, c'est qu'on s'est dit que c'était un bon prétexte pour boire un verre, plutôt que d'être derrière une caméra de visio, voilà, pour se voir tous ensemble. Donc là, aujourd'hui, pour la première édition, vous l'avez vu, il y a des affiches à peu près tous les 1 mètre. Le sujet, c'est l'intensification des usages. C'est un sujet qui nous est apparu assez évident pour la première édition, parce que déjà, il est quand même assez actuel, éminemment actuel, avec tous les enjeux qui sous-tend. Et puis, il est aussi multifactoriel et puis transverse à beaucoup de nos métiers. Donc, on trouvait que c'était un sujet plutôt facile pour commencer et avoir des regards différents sur la thématique. Voilà, mon petit papier. Donc pour traiter ce sujet-là, on a réuni 3 intervenants qui sont serrés sur le canapé et qui ont bien voulu se prêter au jeu et être nos cobayes. Donc on les en remercie parce que c'est vrai qu'on se rôde encore un peu. Et je vais peut-être les laisser se présenter rapidement. D'accord. Bonjour à tous. Je suis Sylvain Combelusier, je suis un des associés de la société COS qui vous accueille ce soir. Je suis architecte de formation et désormais donc toujours architecte parce que je paye mes cotisations à l'ordre. Mais je suis plutôt AMO, assistant à maîtrise d'ouvrage, programmiste. On le verra tout à l'heure dans la présentation de COS, je vais vous définir un peu ce qu'on fait. Bonsoir à tous, Nadia Hama, je suis directrice de l'agence Île-de-France de la foncière solidaire Belleville. Moi je suis juriste et urbaniste de formation et je suis très contente d'être là ce soir. Et donc François Bourvig, je suis aménageur dans l'est du Val-de-Marne et pas que, mais je vous laisse un peu de suspense pour le début de la présentation qui suit. Et je suis également ravi d'être avec vous ce soir. Merci. Et moi, je suis Camille Esther de chez COS et je serai un peu la maîtresse de conférence. Veuillez être indulgent, s'il vous plaît, parce que je suis un peu le plan babies, donc j'étais pas trop prévu à la base. Mais bon, bref, je vais essayer de faire au mieux. Donc pour le déroulement de la conférence, ce qu'on vous propose, c'est que d'abord on laisse les intervenants un peu chacun exposer son point de vue sur le thème pendant 10 à 15 minutes, en essayant ils vont essayer de nous donner leur point de vue et peut-être des exemples qu'ils ont pu rencontrer au cours de leur vie professionnelle et qui peut illustrer un peu la thématique du jour. Et puis on aura un temps d'échange et de débat avec vos réactions sur ce qui a pu être dit et voilà. Et on pourra poursuivre les discussions en continuant le buffet qu'on a déjà bien entamé. Voilà, si ça vous va, je vous propose ça comme déroulement. Je crois que j'ai fini. Merci encore à tous d'être là. Et puis, je vais laisser la parole à François pour la première intervention. Merci. Bon, le micro fonctionne, j'ai aucun doute. Donc, je vais vous poser la question de est-ce que vous m'entendez bien ? Ça a l'air d'aller. Donc, encore une fois, merci d'être très nombreux. Il y a même des gens debout au fond de la salle et tout, c'est génial. Un grand merci pour l'invitation. Et puis, j'espère que mon intervention va vous donner satisfaction parce que c'est une première. Donc, j'essuie les plâtres, donc j'ai le droit de me planter un peu. Quelques mots pour me présenter vraiment très rapidement parce qu'on a dit 15 minutes et je vais essayer de ne pas déborder. Alors, l'intensité d'usage, j'avoue que j'ai hésité quand même un petit peu avant de dire oui, parce que je me disais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter d'intéressant sur le sujet. Donc, j'ai
pas. Alors, on a eu un petit débat dans l'entrée, dans la courette, avec certains d'entre vous, sur la différence entre les L et les S. Tout le monde ayant une tranche d'âge pour savoir ce que c'était qu'un bac. Non, peut-être pas tout le monde. Mais en tout cas, une partie des gens ici ayant de quoi savoir ce qu'est un bac L et un bac S. Et j'avais quelques ingénieurs scientifiques autour de moi qui me disaient bac L. Donc vous allez voir ce qu'un L peut faire avec un sujet qu'il ne maîtrise pas. Voilà, c'est un cas d'école. Comment broder en colle de L. Voilà, tout simplement. Donc très, très rapidement, qui je suis, parce que c'est pas fondamentalement intéressant, si ce n'est, comme je vous le disais en présentation tout à l'heure, j'ai 2 sociétés dont j'assure la direction générale aujourd'hui, qui sont toutes les 2 basées à l'est du Val-de-Marne, dans le secteur de Fontenay-sous-Bois, et plus singulièrement de Val-de-Fontenay. Tous les gens qui ici prennent le RER A connaissent Val-de-Fontenay, puisque le RER A et le E d'ailleurs s'arrêtent aussi là-bas. MAB SPL, c'est une société d'aménagement, essentiellement. Et j'ai aussi la régie du chauffage urbain, qui dessert le secteur de Val-de-Fontenay. MAB SPL, même si 90% de notre activité, dont ceux dont je vais vous parler ce soir, c'est l'aménagement de Val-de-Fontenay, on travaille aussi à Nogent, Brie, Champigny-sur-Marne, pour les gens qui connaissent un peu ce qui se passe derrière le bois de Vincennes. Et la régie du chauffage urbain, on branche aussi une petite cité à Montreuil, dans le quartier Montreux, pour ceux qui connaissent Montreuil, et on va faire une petite extension à Nogent. Donc voilà, c'est un Fontenay-sous-Bois au sens assez large, malgré tout. Mais les deux sociétés ont ceci en commun qu'on produit la ville, à la fois dans ce qui est édifié en surface et ce qui la fait fonctionner, donc notamment l'eau chaude et le chauffage, ce qui de temps en temps est assez utile dans les bâtiments. Avant cela, j'étais à la SADEF 94, pour ceux qui connaissent, je suis passé à Paris La Défense et chez ICAD, voilà. Et puis, de temps en temps, je donne des cours. Pourquoi j'ai mis cette slide ? Si, pour essayer de donner un peu de stature à mon intervention, pour pas que vous ayez le sentiment que le mec, il vient juste raconter des choses qui n'ont pas d'intérêt. Donc, notamment à la Sorbonne et auprès d'écoles d'archi, Versailles et le AVT, c'est à Marne-la-Vallée, à Champs-sur-Marne. Parce que de temps en temps, c'est intéressant pour les archis d'écouter les maîtres d'ouvrage et les aménageurs. Donc, j'essaie de ne pas faire trop peur aux étudiants. Donc là, vous voyez la technique pour broder l'introduction de la colle de littérature. Voilà. 3 mots encore sur Val-de-Fontenay, plutôt un dernier. Et sur notre société, on est société à mission depuis 2022, ce qui... à la fois, on a le statut, et ce qui est très bien en termes de communication. L'intérêt de ce statut d'entreprise à mission, c'était pour nous d'essayer d'influer concrètement sur nos opérations d'aménagement et de construction, et d'essayer de modifier notre manière de faire. Une partie des réflexions sur l'intensité d'usage, mais on le verra aussi dans mon propos sur la décarbonation, la reconversion des bâtiments de bureaux vacants, pour citer ces 2 exemples dont je vais parler tout à l'heure, sont quand même très liés à nos engagements environnementaux et sociaux. J'ai mis la raison d'être, c'est pas forcément pour que vous la lisiez et la connaissiez par cœur, mais c'est assez instructif pour nous d'avoir fait ce chemin d'être société à mission et de le faire réellement. Et ça nous donne une certaine exigence des collaborateurs qui me trouvent de temps en temps pas assez société à mission, donc je prends sur moi, je fais des efforts au quotidien. Et ce soir notamment. Donc, Val-de-Fontenay en quelques mots, pour contextualiser les exemples que je vais prendre juste après. On est localisé, j'ai envie de me lever parce qu'en fait c'est vachement mieux pour vous montrer à l'écran. Donc on est autour du RER de Val-de-Fontenay qui est juste ici au centre du périmètre. Le périmètre, je l'ai dessiné en rouge pour qu'il se voit bien. On est en limite du grand ensemble de Val-de-Fontenay. Et de l'autre côté, à l'est, c'est plutôt un tissu de banlieue que vous connaissez tous, avec du petit pavillonnaire, du petit collectif, de la PMI-PME, de l'entrepôt, etc. Et au cœur de notre opération d'aménagement, le pôle tertiaire de Val-de-Fontenay, qui faisait 400 000 m², plus de 40 000 emplois en 2020, le centre commercial et des plaques logistiques qui accueillent aujourd'hui un certain nombre de choses. Le pôle de Val-de-Fontenay se caractérise aussi par sa desserte, notamment le RER A, le RER E qui existe aujourd'hui, la ligne 15 qui arrive, le tramway T1, etc. Il y a quelques années, pour présenter notre opération, je disais aussi c'est 600 000 m² à produire avec 55% de bureaux, 30% de résidentiel, du commerce des équipements. Ça fait un joli diagramme qui montre qu'il y a toutes les fonctions de la ville qui sont représentées avec un pourcentage. Bref, aujourd'hui, j'ai presque honte de montrer un diagramme pareil.
si je ne lui mets pas à côté l'effort qu'on doit faire de décarbonation en même temps que la production de la régénération ou de renouvellement de cette zone de Val de Fontenay. On doit avoir terminé notre opération entre 2035 et 2040 avec l'arrivée des nouveaux transports et puis tout ce qu'on a besoin de transformer dans ce bout de ville-là, qui a un certain nombre de dysfonctionnements. Si je dis qu'on va produire 600 000 m² au début de construction neuve, maintenant on va dire de projet, puisqu'il n'y a pas que de la construction neuve, sans dire qu'en parallèle, il faut que je réduise de 45% mes émissions de gaz à effet de serre dans la même zone, je vous raconte une énorme connerie. Je vous mens, je suis totalement en dehors de ce que la société doit exiger de nous aménageurs. Donc voilà, comment redévelopper aujourd'hui une zone de 100 hectares pour produire 600 000 m² de projet en réduisant de 45% dans la même temporalité mes émissions de gaz à effet de serre pour passer à moins de 4 tonnes, ce qui nous permettra peut-être d'être à moins de 2 tonnes en 2050. C'est un objectif extrêmement compliqué à tenir. Donc je ne vais pas jouer mon BET environnemental aujourd'hui parce que je ne saurais pas le faire, mais ça nous oblige dans la conception même de l'opération. Une partie de la réflexion sur l'intensité d'usage, je la relie énormément à cet enjeu-là. C'est-à-dire comment, dans cette ville existante qu'il faut qu'on transforme, il y a beaucoup de dysfonctionnements, je ne me suis pas amusé là à vous les décliner tous parce que ce serait fastidieux, mais comment est-ce qu'on arrive dans cette ville existante qu'il faut transformer sans tout démolir pour tout refaire et vous avez perdu la télé. Dans le match de foot commence dans 2 minutes, ça sera vachement plus sympa que mes histoires. Comment réussir cet enjeu de changer les usages, de les transformer, d'en rajouter, de les rendre plus complémentaires, etc., au sein de ce territoire qu'on va transformer. Donc l'image d'après, qu'on va passer très très vite, c'est un plan de la zone dans lequel j'ai essayé de montrer à l'instant T, sans trop jouer sur la chronotopie, et puis je pense que ce sera abordé tout à l'heure, donc sans venir regarder sur à quels horaires les différents usages sont utilisés dans les différents lieux de mon périmètre, mais déjà au sein de mes 100 hectares, quels sont tous les usages qu'on va pouvoir trouver, développer, accueillir. Donc normalement sur le périmètre que je vais vous mimer là comme si j'étais monsieur météo, vous avez un grand périmètre qui est assez orienté nord-sud et dans lequel sur un rayon de 10 minutes on arrive à avoir bien sûr les fonctions essentielles où travailler, où se loger, etc. mais beaucoup d'équipements sportifs qui sont déjà là, mais qu'il faut réinventer parce qu'on a des stades, des pelouses qui ne sont jamais utilisées parce que la pelouse, contrairement au synthétique, on l'utilise moins, etc. Des gymnases, une patinoire, une piscine, un centre commercial des années 70, donc autant dire qu'il est rincé. Personne n'est d'Auchan ici ? Non, ça va, je peux te dire ce que je veux sur le centre commercial d'Auchan. On a donc des choses qui sont assez familières et on a ce qui normalement me permet de trouver la transition vers la slide d'après que vous allez avoir. On a notamment des expériences d'urbanisme transitoire qui nous permettent de réinterroger aujourd'hui, dans cette ville en transformation, la question de l'usage affecté aux différents lieux. Et donc, je ne vais juste pas prendre trop d'avance sur les slides, parce que sinon, ça ne va pas être très agréable pour vous. Et donc voilà, ce qu'on s'est dit quand on a commencé l'opération... Ah, regardez comme ça va être vachement bien. Donc là, normalement, voilà, vous aviez mon opération et donc je vous montrais les différentes polarités qu'on pouvait trouver dans une même ville, dans un périmètre qui est très largement faisable à pied parce qu'on est dans 10 minutes. Hein. Donc les 5 hectares sont toutes à 10 minutes de marche à pied, quel que soit ce qu'on y trouve. Pourquoi j'ai envie de vous parler de vacances à côté de la question de l'intensité d'usage aujourd'hui ? J'ai 2 défis à relever, mais qui ne sont pas très spécifiques à Val de Fontenay, parce qu'on les a à beaucoup d'endroits en Ile-de-France. J'ai beaucoup de bâtiments qui, aujourd'hui, n'ont plus d'usage. Parce que ce sont des entrepôts ou parce que ce sont des bureaux, essentiellement, qui, aujourd'hui, sont vides et désaffectés pour 2 raisons principales. Les entrepôts, c'est parce que les activités économiques ont tendance plutôt à s'éloigner de là où ils sont. Il y a une telle spéculation foncière pour faire du logement dans ce secteur-là que le propriétaire d'une petite unité de production, il préfère soit arrêter son activité
et puis vendre le foncier pour faire enfin plutôt les repreneurs ou les héritiers vendent le foncier pour faire autre chose, soit même délocaliser son activité sur la francilienne. Ça, c'est le premier point. Donc, ce qui me fait des entrepôts qui sont aujourd'hui vides, sans usage. Et le deuxième point, c'est des bureaux vacants. Et je ne reviens pas sur la question des bureaux vacants, en tout cas pas tout de suite en Ile-de-France. La manière dont on l'a interrogé, en tout cas adressé en 2018 ou 2019, donc il y a maintenant 6 ans, c'était de dire qu'aucun mètre carré en transformation ne pouvait être vide le temps de l'opération d'aménagement. On ne pouvait pas se le permettre. On ne voulait pas se le permettre parce que on pouvait considérer que c'était du gâchis. Il y a un bâtiment, je vous le dirai parce que je trouve que c'est intéressant, je n'avais pas prévu de le dire, mais il y a un bâtiment qu'on n'a pas réussi à occuper pour une bonne raison. Mais sinon, le moindre entrepôt qui était vide et qu'on avait réussi à acheter, l'idée c'était de remettre des gens dedans. Au début, juste pour de l'occupation transitoire, c'est-à-dire juste pour pas que ce soit vide. L'idéal étant que ensuite ça active, c'est que ça donne aussi l'intérêt ou l'envie pour les habitants voisins de venir rentrer dans ce site-là, voire que ça préfigure des usages demain, ce qui n'est pas forcément très simple. Mais par exemple, sur ce premier site-là de 2000 m², qui était un ancien entrepôt d'un marchand de peinture, ou petit fabricant de peinture, qu'on avait activé avec Plateau Urbain, il y a eu jusqu'à 47 occupants dans ce site qu'on avait appelé La Grange, qui a fonctionné pendant 3 ans, c'était une occupation de 3 ans. À l'issue, 20 de ces occupants, donc une petite majorité, se sont déplacés dans le bâtiment derrière qu'on avait acheté entre-temps pour prolonger l'occupation. Et cette fois-ci, sans même Plateau Urbain, ils se sont auto-organisés pour poursuivre les 3 ans suivants. Ils l'ont inauguré il y a 2 semaines, je pourrais changer les photos, parce que c'est ultra intéressant de pouvoir comme ça mettre en place des écosystèmes et les déplacer dans le cadre de l'opération. Ça lui donne tout de suite une autre nature et un autre intérêt que lorsqu'on a les 3 ans de latence avant de transformer l'entrepôt initial sur lequel on va produire des logements demain. Là, on est sur de l'entrepôt 2000 m². C'est devenu assez, je ne vais pas dire classique, mais il y a plein d'endroits en Ile-de-France, dans Paris, hors Paris, où on vient réutiliser des entrepôts avec Plateau Urbain ou d'autres, parfois même avec Belleville, mais pour venir utiliser des mètres carrés qui, honnêtement, s'ils sont vides, c'est tellement dommage. Beaucoup plus compliqué lorsqu'on parle de bureaux. Là, c'est un site, on est juste de l'autre côté de l'autoroute, on doit être à 100 mètres du métro ou du RER. C'est 20 000 m² de bureaux qui sont vides. Et 20 000 m² à occuper en transitoire, etc., c'est quand même beaucoup plus compliqué que 2 000 m² d'entrepôt. Donc l'objectif pour nous, c'est de venir réactiver en transitoire ces sites de tertiaire qui doivent avoir un devenir demain, qui est défini pour certains, pas défini pour d'autres, et pour surtout pas que dans ce temps de 3 ans, ils soient juste inoccupés. La question de l'usage, elle est extrêmement dure. Juste pour l'anecdote, celui-là que certains d'entre vous dans la salle connaissent très bien, le Périastre, c'est le seul que pour le moment n'a pas réussi à occuper en transitoire parce qu'il était juste curé par le propriétaire. Quand on l'a acheté, il avait juste tout curé. Et il était impossible pour une durée de 2 ans ou 3 ans de remettre un usage dedans parce que le coût de réactivation de l'immeuble était juste, ne nous a pas permis d'aller au bout. Donc quand on a commencé à négocier les bureaux qui sont juste devant, ce qu'on a dessiné ici en violet, on a surtout dit aux propriétaires, avec un X parce qu'ils sont plusieurs, ne touchez à rien dedans, laissez-nous tout, les lecs, les faux plafonds, les faux planchers, touchez rien. On a discuté bien sûr du prix pour prendre en charge l'amiante, tout ça, mais en disant si vous nous désossez tout, nous on ne pourra rien mettre dedans. Donc laissez tout en place, on fera notre affaire et on est en train d'essayer de le réactiver en partie avec Plateau Urbain, en partie tout seul, etc. La question dans un truc qui faisait 20 000 m² de bureaux, tradis, c'était la RATP en plus pour la partie violette et Malakoff Humanis pour la partie ici en blanc. Donc du bureau tradi qui fonctionne de 8h à 18h en semaine. La question de l'intensité d'usage en dehors des heures de travail se pose de façon extrêmement flagrante et évidente. On en parlera, je pense, dans quelques instants, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais il est évident que pour nous, dans la ville à reconstruire et à recomposer demain, comment est-ce qu'on peut réinterroger la programmation de ces espaces-là pour éviter de refaire une plaque de 20 000 m² qui ne fonctionne que de 8h du matin à 18h. L'avantage de notre période d'activation temporaire, ça va nous permettre de la faire vivre, ce qu'on appelle aujourd'hui la friche Salingro, de la faire vivre bien au-delà de ces heures de bureau. Puisqu'il y aura peut-être des gens qui vont venir y bosser,
peut y avoir des fêtes la nuit, il peut y avoir on va essayer d'y mettre une mission locale, on va essayer d'y mettre des artistes, on va essayer de mettre une association qui travaille sur la ville dans le lien avec la ZUP qui est juste en face. Ce qui, toujours pareil sur ces cartes qui ressemblent à des îles, mais en fait ici c'est la ZUP, donc il y a quand même pas mal, il y a 30 000 habitants qui sont juste en face. Voilà, comment est-ce que tout ce qu'on arrive à faire réintégrer cette parcelle de tertiaire qui pendant 30 ans a été longée par les habitants, ils n'y allaient pas parce que c'était les salariés de la RATP qui y allaient, on va le rouvrir là pour 3 ans. Comment on fait en sorte qu'il ne se referme pas dans 3 ans pour y remettre les salariés de la RATP ou de quelqu'un d'autre? La question qu'on se pose aujourd'hui, elle est de cet ordre-là. Je vais terminer mon propos parce que je pense que je suis à peu près dans le quart d'heure. J'avais prévu de vous faire 2 autres exemples, mais je suis toujours trop long, donc je ne vais pas aller au bout de l'exemple, du deuxième en tout cas, ni du troisième. Je vais juste vous partager 2 réflexions, parce que cette question de l'usage m'interpelle en tout cas dans un certain nombre d'aspects sur lesquels je n'ai pas de réponse. Aujourd'hui, donc je vous ai mis 2 coupures de presse parce que malgré tout, au moins c'est fiable, puisque c'est pas moi qui vous raconte. Aujourd'hui, on sait tous qu'il y a entre 6 et 9 millions de mètres carrés qui soit sont vides de bureaux, soit vides, soit qui vont se vider en France et singulièrement en Île-de-France. Moi, à la limite qu'il y ait des mètres carrés vides, c'est pas tant ça qui m'effraie, parce qu'encore une fois, dès lors qu'on a la volonté d'eux et quelques négociations financières avec les propriétaires des 10 bureaux, on arrive à remettre des choses dedans. Ça implique un certain nombre de discussions financières. Moi, ce qui m'inquiète plus avec ces mètres carrés de bureaux vides, c'est très clairement la destruction d'emplois qui est derrière. Parce que 10 millions de mètres carrés vides, aujourd'hui à Val-de-Fontenay, quand mes 400 000 mètres carrés étaient pleins en 2020, c'était 40 000 personnes qui bossaient. Aujourd'hui, j'ai entre 100 et 150 000 mètres carrés qui se vident à Val-de-Fontenay, inéluctablement. On peut dire que c'est la faute au décret tertiaire, c'est la faute au télétravail, c'est la faute à je ne sais pas quoi. Non, c'est qu'il y a une destruction d'emplois massive qui a lieu, qui est en cours, qui m'effraie, en tout cas sur Val-de-Fontenay, et je pense qu'on peut tous en être conscients. C'est l'armada de travailleurs qui étaient dans les bureaux à faire de la compta, à faire de je ne sais pas quoi, dans les back-office. C'était des milliers et des milliers et des milliers d'emplois. Ils vont potentiellement disparaître dans les 10 ans. C'est pour ça qu'on ne va pas remplir nos bureaux. On peut dire que c'est la faute à l'IA, on peut dire que c'est la faute à plein de choses. Tout ce que je sais, c'est que la destruction d'emplois a commencé, qu'elle sera potentiellement aussi violente que celle de l'industrie il y a 40 ans. Et on sait ce que ça a fait dans nos villes et socialement, cette destruction d'emplois faite par l'industrie. Ma question relative à l'intensité d'usage, c'est comment ces mètres carrés de bureaux-là, on peut les réactiver tout de suite pour permettre la réintroduction d'emplois, peut-être sous d'autres formes que ce qui était avant juste l'emploi salarié de base dans les back-office des bureaux de la Société Générale ou de la RATP, qui étaient les miens, ou de Malakoff ou de la BNP, pour que ces gens-là puissent retrouver des revenus, des salaires, avec de l'activité, de petites productions, de l'artisanat, etc. Que les usages que je puisse avoir dans mes anciens 20 000 m² de bureaux traditionnels, en open space, etc., je puisse avoir pas seulement l'artiste ou le petit artisan d'art qui fait la céramique trop chic, qui fonctionne bien dans Paris Intramuros, mais finalement de quoi remettre avec des revenus des dizaines de milliers d'emplois qui vont être sacrifiés sinon par la démolition qu'on est en train de subir actuellement, dont la seule traduction qu'on voit dans les médias pour le moment, c'est les mètres carrés vides. Mais il ne faut pas se tromper, un mètre carré vide, c'est autant d'emplois derrière qui a disparu. Donc ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, qui est un corollaire, c'est en même temps, deuxième extrait du Monde, il y a quelques semaines que vous avez peut-être tous lu, la France est redevenue une société d'héritiers. C'est-à-dire que le revenu tiré du travail va être de nouveau moindre que celle de revenu de la transmission des patrimoines. Ça peut poser plein de questions éthiques, c'est rare, c'est pas mon sujet ici. Mon sujet, c'est de me dire, si on met les deux en même temps, c'est-à-dire destruction d'emplois en lien avec la fin de ce qui était le grand pourvoyeur d'emploi des mètres carrés de bureaux, et en même temps les revenus de travail qui diminuent par rapport à de la transmission des patrimoines, on vient créer une inégalité, une injustice dans la société qui peut être monstrueuse dans un moment où la société française ne va pas bien. Là encore, comment est-ce que notre intensité d'usage remis dans ces anciens parcs tertiaires peut nous permettre au moins de juguler en partie cela? Là encore, en se disant que ces mètres carrés de bureau qu'il fallait louer à 280 € par an du mètre carré hors taxe, hors charge, on puisse trouver des modes
de mise à bail dans la journée, à plusieurs moments, à plusieurs rythmes, pour plusieurs personnes, de manière à recréer en tout cas des lieux qui acceptent de la création d'emplois et de valeur pour des systèmes économiques qui ne vont pas pouvoir fonctionner dans les systèmes qu'on avait auparavant. Et si on se dit qu'un certain nombre de gens vont pouvoir bénéficier de cette société d'héritiers, parce qu'on va avoir une partie de transmission de patrimoine, ce ne sera certainement pas la majorité de la population, est-ce que même nos modes de logement, aujourd'hui on vise le plus petit pour de la famille mononucléaire, etc., voire des cohabitations, ce qui est très certainement très important aujourd'hui. Si on revient sur des systèmes de solidarité sociale nécessaires parce que tout le monde ne sera pas héritier, eh ben, est-ce qu'il ne faut pas avoir aussi des modes d'habitat qui permettent des intensités d'usage dans la journée, etc., pour faire cohabiter des générations qui doivent se retrouver sous le même toit parce qu'il n'y a plus le choix, parce que c'est la crise profonde. Donc moi, j'ai ces deux tendances-là qui m'interrogent énormément. Je pense, et je n'apporte pas de solution, et je vais pouvoir passer la parole au suivant, mais je pense que la question de remettre des usages différents sur un même lieu à toute heure de la journée ou de l'année répond en partie à ça. Donc je sais que je suis allé très loin de l'intensité d'usage dans les bureaux, dans les cours d'école, qui sont des sujets extrêmement importants, mais je ne voulais pas vous parler ce soir sans vous partager ces deux réflexions qui me tiennent à cœur en ce moment. Et je ne vais pas être plus long, donc pour les deux exemples qui suivent, soit on en parlera tout à l'heure, soit on n'en parlera pas. Nadia, je te laisse la parole. Ouais. Moi aussi, comme François, quand j'ai vu le sujet, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter qui soit pas complètement bateau. Exercice pas tout à fait facile. Et du coup, je me suis un peu raccrochée à ce que tu disais, Sylvain, de prendre des exemples. Voilà. Donc moi, je suis partie uniquement sur des exemples de Belleville. Déjà, je voulais vous faire une petite présentation de ce que c'est Belleville. Donc Belleville, on est une foncière solidaire. Donc comme n'importe quelle foncière, notre métier, c'est d'acheter des bâtiments, de les réhabiliter et de les remettre en location. La seule différence entre nous et une foncière classique, c'est que la seule chose qui va nous guider, c'est l'impact social, sociétal et environnemental de nos opérations. À part ça, on fait exactement le même métier que tout le monde. On ne met juste pas les mêmes curseurs au même endroit. Les questions qu'on se pose à chaque fois qu'on va aller sur un projet, c'est pourquoi on construit et pour qui. Ces gens-là, est-ce qu'on leur demande leur avis sur ce qu'on va faire? Est-ce qu'on s'imagine habiter les lieux qu'on va produire? Est-ce qu'on pense sur du court ou du long terme? Et qu'est-ce qu'on fait de notre patrimoine? Donc, c'est un peu les questions qui nous guident et qui nous permettent de nous assurer qu'on est toujours dans le sens qu'on a voulu donner à Belleville dès sa création. Aujourd'hui, l'équipe elle est composée d'une 40aine de personnes. On a 3 agences, donc une agence en Île-de-France, une agence en Méditerranée basée entre Montpellier et Marseille, et une agence en Occitanie dont le siège est à Toulouse. On est organisé avec plusieurs pôles. On a 5 associés cofondateurs qu'on voit en réalité très peu au quotidien parce qu'ils nous font une confiance aveugle et qui viennent de temps en temps boire des coups avec nous, mais sinon, voilà, on les voit pas trop au quotidien, mis à part 2 d'entre eux, Alexandre Borne et Adrien Ramirez, qui sont le DG et le DGA de la boîte. Alexandre Borne qui est à Paris et Adrien qui est à Toulouse. On a un pôle investissement gestion d'actifs avec une équipe de maîtrise d'ouvrage dont le métier est donc de finaliser les acquisitions, de réaliser les investissements, de trouver des exploitants et de remettre en location et ensuite de suivre toute la vie du bâtiment, sa valorisation dans le temps. Pour ça, on a une équipe de développement qui va nous sourcer les opérations. Et puis, comme on est très attaché au fait que les loyers qu'on propose
en zone métropolitaine tendue soient les plus faibles possibles, ou que dans les zones plus détendues, la qualité de ce qu'on propose soit la plus vertueuse possible, on s'est dit que si on pouvait se passer des promoteurs qui prendraient une grosse marge au passage, ça pourrait nous arranger, puisque nous, une de nos façons de fonctionner, c'est qu'on ne va pas attendre le même niveau de rentabilité qu'un opérateur privé. Qu'un promoteur lambda. Et du coup, on a monté notre propre filiale de construction-promotion qui s'appelle Atelier Belleville et qui ne travaille que pour nous. Et du coup, c'est beaucoup plus simple. On a la maîtrise totale de leur bilan, des marges, des coûts qui nous facturent. Et comme ça, il n'y a pas de surprise à la fin. Et puis, cette boîte, elle a fonctionné dès le début par des levées de fonds. On a levé 13 millions en 5 ans et on a deux gros pôles qui s'occupent de ça. Un pôle de levée de fonds et ensuite un pôle de gestion de fonds, puisqu'on gère l'argent d'autres personnes et on l'investit. Donc, il y a des gens qui sont là pour vérifier qu'on fait tout ça de façon très alignée avec ce qu'on a indiqué dès le début. Et puis, on a un pôle finance et un pôle impact, puisqu'on fait des mesures de toutes nos opérations, que ce soit des mesures avec des critères environnementaux ou sociaux, pour s'assurer là aussi que les critères qu'on a identifiés en introduction des projets sont bien respectés. Donc voilà, nos métiers. Et puis, ce qui est le plus intéressant et ce qui m'a permis de prendre quelques exemples pour vous parler de l'intensité d'usage, c'est nos projets. En 5 ans, on a livré une quinzaine d'opérations. On est ce qu'on appelle un acteur multiprogrammatique. Donc on fait du logement, des locaux d'activité. Alors, soit pour des artisans, soit pour des entreprises de l'ESS, mais en tout cas, ce sont des locaux d'activité. Et puis, ce qu'on appelle des tiers-lieux, donc des lieux très mixtes où il se passe plein de choses et qui répond en partie à cette question d'intensité d'usage. Donc, je vous ai pris quelques exemples. Là, on est au TLM dans le 19e. C'est une ancienne gare de la Petite Ceinture. C'était une gare de transport de marchandises qui a été abandonnée comme beaucoup de gares de la Petite Ceinture et qui a été laissée comme ça pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il y ait un AMI qui voit le jour pour savoir qui allait faire quoi de ce bâtiment. Alors là, j'aurais pu vous parler, je me suis dit, intensité d'usage, je vais leur parler des programmes qu'on écrit en tant que maître d'ouvrage pour avoir des espaces capables, complètement libres, sans poteaux, avec une belle hauteur sous plafond. Et puis je me suis dit, en fait, on fait ça tous au quotidien, c'est pas super intéressant. Et du coup, je me suis dit, parlons plutôt de la question du gaspillage immobilier, parce que pour moi, l'intensité d'usage, en fait, c'est le miroir ou le pendant du gaspillage immobilier. Et chez Belleville, on a à cœur de se dire que chaque mètre carré qui est inutilisé, qui est déserté, qui est perdu, c'est un lieu de vie en puissance dont on peut se saisir et à qui on peut redonner vie. Donc ça, c'est des photos de la préfiguration. Il y a la question effectivement de la chronotopie, à quel moment les lieux vivent, le matin, le soir. Ce TLM, il a plusieurs programmations. La principale, c'est un café-restaurant avec un espace événementiel et privatisable. Et on a aussi 2 cellules commerciales au rez-de-chaussée. Et en réalité, ce qui fait que ce lieu y vit tout le temps, c'est qu'on a travaillé un réel ancrage avec les acteurs locaux, puisque nos associés, les gens avec qui on a monté la SIC d'exploitation de ce lieu, en fait, ce sont c'est Espace 19, qui est un centre social du 19e et qui a ses locaux juste en face du TLM. C'est l'association des couleurs du Pont de Flandre. Donc, pour vous la faire courte, c'est les mamies du coin qui ont plein de hobbies divers et variés et qui cherchent toujours des salles pour pouvoir faire du macramé et autre chose.
surprise. Par exemple, elles ont participé à une partie de la décoration du lieu avec des chutes de moquettes. On a fait tout un atelier avec elles pour qu'elles puissent mettre ça sur les murs. Donc voilà, elles ont aussi participé au choix de la déco parce que pour nous, c'était hyper important que pour que ce lieu soit vivant, en fait, les riverains et les acteurs locaux se sentent comme chez eux et se l'approprient. Et ça passe aussi parfois par laisser de côté nos codes esthétiques pour laisser aux réels usagers de ces lieux qui font en fait l'intensité de ces lieux au quotidien, et ben, le choix de faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc moi, par exemple, je déteste la couleur des murs. Je déteste la fresque qui a été peinte. Ben, c'est pas grave. Parce qu'en fait, il y a eu un collectif de citoyens qui s'est dit bah, nous, c'est ça qu'on veut. Et c'est ça qui fait que les soirs de match du PSG au TLM, je vous invite à y faire un tour. Sylvain, tu as pu voir ce que ça donnait. Ouais, il y a tout le quartier qui descend. Et ce qui fait que ce lieu, il est juste à côté des bureaux de Grand Paris Aménagement. Donc le midi, on a les salariés de Grand Paris Aménagement qui viennent déjeuner. L'après-midi, on a des cours de lecture, des cours de yoga. Toute la programmation est gratuite. Les soirs de match de PSG, on a tout le quartier qui est là. Et puis parfois, on a des soirées électro où on a une population un peu plus blanche et branchouille qui vient boire des bières pas chères et s'acoquiner dans les tréfonds du 19e. Donc voilà, c'est un lieu qui vit tout le temps. Et il y a un gros boulot sur l'ancrage du territoire. Et très clairement, si l'un de nos associés n'était pas Espace 19, le centre social qui est juste en face, en fait, ce lieu, il ne vivrait pas comme il vit aujourd'hui. Parce qu'il y a tout le temps les gosses du quartier qui sont là. Et puis, sur le TLM, en parlant d'intensité d'usage, ce qui me semblait intéressant, c'était de souligner aussi un des axes de travail de Belleville, qui est le réemploi, intensité d'usage des matériaux. Donc, comme vous le savez tous ici, l'immobilier est un des secteurs les plus polluants et qui contribue de manière significative à l'épuisement des ressources. Et nous, on a envie de se dire qu'on va étendre le marché du zéro déchet, et d'une part au mètre carré et d'autre part aux matériaux qu'on utilise. Et donc, rien qu'au TLM, on a des matériaux qui viennent d'un peu partout. Pour la petite blague, et voilà, vous aurez peut-être l'occasion de lire en détail, mais par exemple, on a des grands rideaux qu'on a récupérés d'un concert de Jay-Z. Voilà, donc il y a des petites blagues comme ça dans chacun de nos lieux. C'est le cas aussi de la Grande Coco dans le 20e. Donc là, c'est une ancienne usine de fabrication de fleurs synthétiques. Là aussi, qui a été abandonnée pendant plusieurs années jusqu'à ce que la ville de Paris la rachète. Elle y a installé pendant un certain temps des distributions alimentaires avec les Restos du Cœur. Et nous, on en a fait avec le collectif de la Grande Coco, dont certains représentants sont là ce soir, un tiers-lieu dédié aux nouvelles façons de faire la ville. Et donc, on a 45 postes de travail dans les étages qui sont partagés par différentes structures qui travaillent toutes sur des façons différentes d'appréhender nos sujets. On a une salle événementielle au R+1, on a une cantine associative, on a des logements, on a ramener les Restos du Cœur qui ont déménagé pendant les travaux, mais en tout cas, on avait à cœur de pouvoir les garder avec nous. Et puis, en termes d'intensité d'usage, c'est aussi un chantier qu'on a voulu très participatif. Et pour moi, l'intensité d'usage, ça passe aussi par qu'est-ce qu'on fait de ces chantiers, qu'est-ce qu'on apprend pendant ces chantiers, avec qui on travaille, qui sont les artisans avec qui on travaille. Il y a eu beaucoup de chantiers participatifs sur l'isolation paille. Il y a eu aussi beaucoup de chantiers d'insertion qui ont permis à plein de gens de pouvoir se former. Et pour nous, c'était hyper important que ce chantier de la Grande Coco, ce soit pas juste, in fine, un tiers-lieu comme un autre, mais qu'il ait servi à plein de gens dans même le moment de sa création pour pouvoir apprendre plein de choses. Et par exemple, il y a le plombier
une toute petite structure qui s'appelle Le Feu et l'Eau. Quand on les a pris, ils étaient 3. Et à la fin du chantier, qui nous disait, en fait, moi, je suis hyper contente de bosser pour Belleville parce qu'il a bossé sur la Grande Coco et sur le TLM, parce qu'il a pu embaucher 3 personnes grâce à ces 2 chantiers, qu'il a pu CDiser. Et là aussi, on se dit, c'est ça, c'est de voir avec qui on travaille, pour qui on fait ces lieux, mais avec qui on les fait aussi. Autre exemple, les halles de la cartoucherie à Toulouse. Donc là, on change complètement d'échelle. On est sur une ancienne usine de cartouches de l'armée qui fait 13 000 m², qui est dans un quartier pas tellement excentré de Toulouse, mais qui jusque-là où il se passait pas grand-chose, un bon quartier de ZAC comme on sait en faire, hein, voilà, comme on aime. Et au sein de cette halle, il y a plein de programmes. Donc, il est possible tous les jours d'y faire du sport, de manger, de travailler, de faire son marché, de lire, de participer, d'expérimenter, de flâner. Bref, un projet transdisciplinaire. Et je me disais, mais c'est quoi l'intensité d'usage, à part le fait qu'on a, comme dans beaucoup de projets, eu une diversité programmatique. C'est que pour moi, ce projet, c'est pas juste une juxtaposition de programmes, comme on en voit beaucoup, mais c'est bien une coopération de programmes. Et on est allé jusqu'à créer une structure coopérative pour la gestion de ce lieu. Et c'est pour ça que ça marche aussi bien. Ça nous a posé plein de sujets, plein de difficultés, où le bar était pas content parce qu'on privatisait la grande halle, alors qu'eux, ils n'avaient pas prévu ça. Mais en fait, d'avoir mis tout le monde dans la même structure d'exploitation dans le cadre d'une SIC, où donc tous les bénéfices qui sont générés par cette structure, ils reviennent à la structure, ça nous permet une intensité d'usage qu'on n'aurait pas sans ce mode de gouvernance. Et pour moi, voilà, un des leviers aussi de l'intensité d'usage, c'est les sujets de gouvernance juridique, mais aussi opérationnelle au quotidien sur nos lieux. Donc voilà, il y a tout le temps plein de monde, il se passe tout le temps plein de trucs. Là, c'est la salle d'escalade de nos associés The Roof qui ont accepté que la salle d'escalade soit une salle de spectacle pour des mômes. Donc il se passe tout le temps plein de trucs. Et puis, ce projet des halles de la cartoucherie, mais comme le TLM, comme la Grande Coco, ça rejoint un peu la question de la vacance immobilière qui nous paraît complètement hallucinante. Et c'est aussi une raison pour lesquelles nous, aujourd'hui, 100% de nos projets sont des projets de réhabilitation. Ça ne veut pas dire qu'on s'interdit de faire du neuf. Peut-être qu'un jour on en fera, mais aujourd'hui, 100% de nos projets sont des projets de réhabilitation. Et je pense que si on faisait du neuf, on le ferait pas n'importe où non plus. On le ferait justement là où il y a déjà une intensité urbaine qui amène du sens à cette construction neuve. Et pour nous, ça fait partie aussi de la solution dans l'équation. Génération Pasteur à Albi, là on a racheté une ancienne école qui avait été désaffectée suite à la diminution de la population du centre-ville, et on l'a complètement réhabilitée en 15 logements, 2 commerces et un atelier pour des artisans. Donc là aussi, l'intensité d'usage, ça passe par qu'est-ce qu'on trouve dans les centres-villes de nos villes moyennes ou en périphérie. Et nous, on est des fervents défenseurs de l'insensité des centres-villes. Et dans ces cadres urbains-là, ce qu'on va venir proposer, c'est pas comme à Paris, au TLM ou à la Grande Coco, des prix de loyer inférieurs au marché, parce que les prix de marché sont tellement bas que, en fait, il serait impossible de réaliser des réhabilitations si on proposait des prix de loyer en deçà des prix du marché. Mais là, ça va être de ramener soit de l'activité économique, soit des offres de logements, et notamment des logements familiaux, hyper bien rénovés, notamment thermiquement, pour pouvoir offrir une perspective à des gens qui n'ont pas forcément envie d'aller dans une maison un peu plus loin, qui les oblige à avoir une voiture et à avoir un bilan carbone un peu moins bien que s'ils font tout à pied au quotidien. Voilà, et
Prud'hon, là on est à Ivry, pareil, ancienne usine de caoutchouc qu'on a racheté et réhabilité. Et là, l'aménageur de la ZAC d'à côté avait besoin de faire en sorte que les petites entreprises du coin quittent certains de leurs locaux. Et donc, nous, on s'est dit, en fait, il y avait des gens qui étaient là, qui travaillaient. Ils sont obligés de partir pour des questions de maîtrise foncière, mais ils ont toujours besoin de bosser. Et donc, on a réhabilité cette ancienne usine en trois bâtiments. À gauche et à droite, c'est des ateliers avec des artisans. Et puis au milieu, c'était un ancien immeuble de logement qu'on a réhabilité et qu'on loue pour des colocations étudiantes à une association qui s'appelle La Clé et qui propose des prix qui sont très concurrentiels au Crous. Donc voilà, on aide aussi des étudiants très précaires. Et dernier petit point sur l'intensité d'usage. C'est pas toujours simple. Nous, on n'a pas la prétention. Je crois que dans le titre de la conférence ce soir, c'était intensité d'usage, mode d'emploi. Nous, on n'a pas du tout la prétention d'avoir trouvé la solution, ni pour ça, ni pour les questions de mixité sociale dans nos lieux, ni pour des questions d'équilibre économique parfait, loin de là. Par contre, on y travaille d'arrache-pied. Et on a aussi conscience que c'est pas toujours simple. Là, par exemple, c'est un bâtiment qu'on est en train d'acheter boulevard Barbès dans le 18e pour y installer la Maison des médias libres. Et la ville de Paris y avait installé un centre d'hébergement d'urgence pendant plusieurs années, le temps qu'ils sachent ce qu'ils allaient faire de ce bâtiment. Quand on a signé la promesse de vente avec la ville de Paris, on aurait tout à fait pu dire ce centre d'hébergement d'urgence, en fait, il nous embête. Et donc, il faut les sortir. Leur convention arrivait à terme. On aurait très bien pu dire, nous, on veut qu'ils sortent tout de suite. Et en fait, on s'est dit, non. En fait, pendant quasiment 1 an et demi d'études d'archi, il va rien se passer à part des sondages. On va prendre des contraintes supplémentaires. D'accès, de sondages destructifs qu'on ne peut pas faire là où on veut, d'horaires d'accès parce qu'un centre d'hébergement d'urgence, c'est des familles qui y habitent. Mais on a fait le choix de se dire, on pousse la ville à les garder jusqu'à ce qu'on soit prêt à commencer les travaux. Parce que là aussi, nous, ça nous paraît complètement incongru de se dire que ce bâtiment allait rester vide pour 4 pauvres campagnes de sondage en 1 an et demi. Donc c'est pas simple au quotidien, néanmoins voilà, on essaie de mettre notre petite pierre à l'édifice. Alors l'idée effectivement c'était d'exposer 3 points de vue. Donc on aurait peut-être dû écrire intensité d'usage, modes d'emploi. Je pense qu'il y avait plein de manières de le faire. Donc je vais vous présenter la nôtre, en tout cas notre vision, ou ce qu'on a pu expérimenter, nous, COS, à travers les différentes opérations qu'on a pu mener. Alors ça c'est le marché de Trècheville à Abidjan. C'est un bâtiment qui fait près de 20 000 mètres carrés, comme vous pouvez le voir. Ça c'est un bon exemple d'intensité d'usage. Enfin selon moi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un peu COS, très rapidement, ce qu'on fait, ce qu'on est, depuis quand on existe. Rapidement aussi, ce nous, on considère comme intensité d'usage. Et ensuite, quelques cas appliqués, je pense, très concrets, qu'on a pu voir depuis qu'on existe. Donc c'est qui COS? Alors déjà c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On fait du schéma directeur, de la programmation et de la conduite d'opération, et on est une assistance à maîtrise d'ouvrage agile. Ça c'est ce qui est écrit sur notre site internet, c'est pour faire un peu vendeur. Mais a priori la phrase accroche parce que souvent on nous le redit. Le schéma directeur immobilier c'est une vision à 15 ans, la programmation c'est plutôt une vision à 2-3 ans, et la conduite d'opération c'est plutôt une vision à avant-hier parce qu'on est toujours en retard sur le chantier. Donc on a un peu ces 3 visions là et on alimente l'une à l'autre, c'est-à-dire la conduite d'opération, souvent les chiffres qui ressortent alimentent les schémas directeurs, programmation, etc. Donc il y a vraiment des allers-retours entre chacune de ces missions. On s'intéresse beaucoup au patrimoine et on va dire 90% de nos opérations sont sur du patrimoine existant parce que ça nécessite souvent une complexité déjà qu'on aime bien et puis on a plutôt les compétences en interne, donc on sait de plus en plus spécialisé là-dedans, au-delà même de la sensibilité qu'on a et puis le sens qu'on y met. Je pense que c'est là que ça se passe demain, on en parlait souvent, mais voilà.
Donc notre mission, à travers plutôt notre rôle à travers toutes ces missions-là, c'est vraiment d'éclairer la décision stratégique de la maîtrise d'ouvrage, pour que en fait, ils prennent les décisions, que la maîtrise d'ouvrage prenne les décisions en toute connaissance de cause. On a quelques mantras là pour ça, donc ça c'est ce qui est écrit aussi sur notre site internet. Retenez juste qu'on a réversibilité et chronotopie, ça tombe bien aujourd'hui, parce qu'on va en reparler tout à l'heure. C'est qui COS? Alors c'est nous, c'est eux plutôt. Et cette partie, au départ, on était 3, tout en haut à gauche. On avait un peu moins de cheveux blancs et parfois un peu plus de cheveux. Et puis ça, c'est 9 ans plus tard. Là, on fêtera nos 10 ans l'année prochaine. Il y aura une grosse fête en septembre. Vous êtes tous invités, bien sûr. Et donc, on est avant tout une belle équipe. Avec une grande diversité d'opérations. Là, tout à l'heure, je les ai comptés. On est à peu près 360 depuis la naissance de COS. On a à peu près 60 missions vivantes en permanence. Donc, c'est beaucoup d'organisations. Et surtout, voilà, on a une très belle équipe très souriante et qui surtout reste parce qu'on a eu, depuis la naissance de COS, c'est notre grande fierté, 3 départs, je crois. Donc, c'est génial. Je vais vous montrer juste quelques petits exemples. Voilà, ça c'est de missions. De missions. Mission un peu emblématique, parce que ça c'est le schéma directeur de l'ENF. Pourquoi? Parce que on réalise en fait une vision à 15 ans du patrimoine de l'ENF et c'est 4000 bâtiments. Vous pouvez imaginer la base de données, donc c'est 4000 lignes et 300 colonnes qu'on analyse et on donne une stratégie immobilière sur 15 ans sur ces 4000 bâtiments. L'intérêt aussi, c'est d'identifier la valorisation de potentiellement certains de ces bâtiments, comme par exemple, vous pouvez imaginer une maison forestière qui est abandonnée et qui devient une auberge en plein cœur de la forêt de Fontainebleau, ce genre de choses. Voilà. Et on calcule quel est l'avantage pour la maîtrise d'ouvrage d'effectuer ou non ces valorisations, en fonction bien sûr de l'évolution du métier, qui est quand même le cœur du sujet. Une autre mission qui nous tient à cœur, mais en fait c'est plutôt c'est pour le style un peu, ça voilà, ça c'est le consulat de France à New York City, une mission qui a démarré souris, qui a démarré il y a quelques semaines. Et donc le consulat se situe, comme vous pouvez le voir, juste en face de Central Park. Une autre mission emblématique, c'est la réhabilitation du siège de la Caisse des dépôts, qui va peut-être être, alors vous me direz peut-être le contraire, vous êtes plus spécialiste, mais selon moi, peut-être le plus gros projet parisien de 2026, c'est 30 000 m² en face du Louvre et une réhabilitation lourde de l'ensemble du projet. Donc on a réalisé la programmation de cette entité-là, en réalisant la programmation, on a finalement, on est parvenu à intégrer 20% de personnel de plus sans créer de la surface en plus, et tout en améliorant l'offre de service. Il y a des projets aussi qu'on aime bien. Dans notre histoire, c'était celui-ci, c'est l'extension du tribunal judiciaire de Bobigny. Donc c'était l'évaluation sur quasiment une trentaine de sites judiciaires tout en Île-de-France. On a identifié que là où il fallait mettre de l'argent, c'était ici, c'était à Bobigny. La Pige a mis au départ 200 millions, c'est tombé à 120 millions. Mais pour réaliser une extension du tribunal de Bobigny de 20 000 m², alors que le tribunal fait 30 000 m². Donc l'extension, le terme est un peu abusé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé du schéma directeur quasiment en 1 an à ça, qui est une image du projet réalisé par l'équipe PCA. Sébastien, bonjour. Donc le projet est en cours, le concours a été gagné en septembre 2023. Alors c'est quoi l'intensité d'usage? On va peut-être passer sur le sujet. Souvent, pour beaucoup de gens, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une arnaque un peu, quoi. C'est-à-dire on met plus de gens dans moins de place. C'est souvent nous, quand on interroge les gens, quand on arrive pour une programmation et qu'on arrive pour leur expliquer qu'ils vont mieux travailler, ils nous disent que leur sentiment c'est ça, c'est d'être des sardines dans une boîte à sardines. On considère souvent que c'est mettre plus de choses au même endroit. Donc ça, c'est aussi la vision de l'intensité d'usage. L'intensité d'usage, c'est aussi mettre plus de choses et faire plus de choses en même temps. On reconnaît tous Rémi Brica, l'Orme Orchestre, dont on est tous fans ici, bien sûr. Et aussi, c'est faire des espaces, qui savent faire plein de choses. Et donc, et nous, on lutte contre un peu ces idées reçues,
à travers principalement la donnée. C'est vraiment notre outil principal, c'est la donnée. Alors, pour nous, l'intensité d'usage, pourquoi c'est? Alors, on va pas lire tout ça, mais l'idée, c'est d'aborder le projet de manière systémique, dans tous les projets qu'on aborde, à travers 4 leviers que je vous identifie ici. La chronotopie, on en a parlé tout à l'heure. Chronotopie, tout le monde est d'accord, hein. Je vais lire la petite définition que j'ai écrite. Faire des espaces flexibles pour accueillir plusieurs usages dans un même lieu, mais pas en même temps. Voilà, si on veut simplifier. L'organisation, donc là c'est plutôt, on demande aux maîtrises d'ouvrage de s'organiser différemment, ou plutôt les utilisateurs à s'organiser différemment. L'adaptabilité, on fait des menus travaux et on peut faire différentes choses. Et la réversibilité, c'est vraiment à la fin du cycle de vie d'un bâtiment, comment on fait pour accueillir d'autres choses, pourquoi il était prévu initialement. Et donc en activant l'un, l'autre, ou plusieurs de ces facteurs, on peut, nous en tout cas, c'est comme ça qu'on génère de l'intensité d'usage. Je vais vous montrer différents exemples. L'exemple de l'INPHB. On est à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Bienvenue. C'est un bâtiment, ou plutôt c'est un ensemble de bâtiments. Leur construction date de 1979. Après, il y a eu d'autres temps de réalisation, mais vraiment le premier projet, c'est 1979. C'est un campus qui s'étend sur 146 hectares. C'est gigantesque. Il accueille pour l'instant 3000 étudiants. Alors vous le voyez, c'est un ensemble de bâtiments qui est assez beau, qui est vraiment digne d'un épisode de Star Trek. Nous, quand on se baladait, c'était assez génial. Je vois quelques images encore pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Et c'est vraiment la fine fleur de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, hein. Les 3000 étudiants, ils vont tous devenir ministres ensuite. Donc c'est assez sensible aussi, hein, comme sujet. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous ont, la feuille de route, c'était aujourd'hui on accueille 3000 étudiants. Comment est-ce qu'on fait pour accueillir 12 000 étudiants en 2035, dans 10 ans? Chose qu'on fait jamais en France, hein. C'est toujours un projet qui est assez marrant. Comment on fait pour accueillir 4 fois plus d'étudiants en 10 ans? Donc la première chose qu'on a fait, nous, c'est, en l'occurrence, là ici, on n'avait aucune data, aucune surface, on n'avait rien. Donc on a mesuré. On a mesuré la surface. La surface, vous le voyez à gauche, la première colonne, c'est la surface de l'existant, qui représente à près de 250 000 m². Et puis après, on a créé un modèle d'université, de l'INPHB, où quand on rentre le nombre d'étudiants, ça nous donne la surface qui serait nécessaire pour accueillir ce nombre d'étudiants. Donc au fur et à mesure, on fait évoluer l'effectif étudiant, et on se rend compte finalement, par rapport au modèle, que par rapport à l'existant, il manque pas grand-chose pour accueillir les 12 000 étudiants s'ils se réorganisent un peu, c'est-à-dire s'ils remplissent un peu leur surface. Il manque finalement que 20% de la surface, si on regarde juste en valeur absolue. Par contre, vous voyez les petites couleurs, c'est les typologies d'espace. Donc on a de l'enseignement, c'est les salles de cours, les espaces tertiaires, etc. Là, par contre, on n'est pas du tout bon sur la répartition. Ça veut dire que la feuille de route, enfin, plutôt l'objectif, c'est de changer l'un en l'autre. Comment est-ce qu'on change de l'enseignement en logement? Comment est-ce qu'on change du tertiaire en vie de campus, etc., etc. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et c'est surtout ce qu'on a essayé on a essayé de les convaincre de faire. Et pour ça, on leur a montré que dans une trame de 13 mètres, vous voyez, on peut accueillir plusieurs choses. On peut accueillir du tertiaire, de l'enseignement, du logement. Dans une trame de 16 mètres, c'est pareil, hein. On peut accueillir du tertiaire, de l'enseignement, du logement. C'est un peu différent par contre. Et dans une trame de 18 mètres, c'est un peu plus difficile d'accueillir du logement, mais on peut accueillir de l'enseignement et du tertiaire, ça marche aussi. Alors sur leur bâtiment, en l'occurrence, comment ça se traduit? Eh bien voilà, ça c'est l'ensemble de leur bâtiment, et on identifie l'ensemble des bâtiments qui sont facilement mutables. Alors on a exprès pas identifier les bâtiments de logement parce qu'ils sont en gros déficit de logement. Identifier les bâtiments de logement comme mutables, c'est débile parce qu'ils doivent en construire plus. Donc ça, on les a sortis. On a plutôt dit les bâtiments judicieusement mutables. Voilà, c'est cela. Et à partir de là, on a établi des scénarios. Qu'est-ce qui se passe quand, scénario 1, ils font aucune mutation? Et voilà ce qu'ils doivent construire. Ça, c'est l'ensemble. Donc, bien sûr, c'est mesuré, hein. C'est pas qu'un dessin joli. Ça, c'est pour la carte postale. Et le scénario 3, qu'est-ce qui se passe quand ils font beaucoup de mutations? Le scénario 2 étant forcément l'intermédiaire. Ça, c'est quand ils font beaucoup de mutations. Vous ne le voyez pas trop à l'écran, mais ils construisent beaucoup moins. En l'occurrence, ils construisent 25% de moins de surface liées à l'INPHB en tant que tel. Les surfaces au-dessus, c'est des surfaces fixes liées au technopole. Ça veut dire que juste en faisant muter les bâtiments, ils consomment in fine, à la fin, 25% de surface en moins dans la gestion de leur patrimoine, c'est-à-dire dans les consommations, l'entretien, maintenance, gardiennage, etc., etc. Là, c'est la réversibilité qu'on actionne.
L'exemple de la bibliothèque de Lyon. Donc c'est un bâtiment qui est construit, c'est un vieux bâtiment, la manufacture de Lyon, et la bibliothèque que vous voyez, qui est le bâtiment qui est au cœur de la manufacture, c'est un bâtiment qui est plus récent, qui a été ouvert au public en 2004, donc qui a 20 ans maintenant et qui souffre un peu d'obsolescence, doucement. Mais qui souffre surtout de sa suroccupation. Vous allez le voir, ça c'est les images à l'intérieur de la bibliothèque. Donc c'est une fac de lettres, droit, et les étudiants de droit sont très très friands de la bibliothèque, et même la bibliothèque est utilisée par les voisins, par le voisinage. Et vous voyez sur ces différentes photos, là on était, je ne sais plus à quelle période on était, Nathan, mais je pense qu'il faisait 35 degrés dans la bibliothèque, parce qu'en plus la CVC est mal dimensionnée bien sûr. Et donc, nous, la première chose qu'on leur a dit, si vous voulez accueillir plus d'étudiants, parce que c'était vraiment la problématique, hein, on a un effectif étudiant qui grossit, comment est-ce qu'on fait pour en accueillir plus ? Regardez sur cette photo, virez les livres, vous aurez un peu de place. Ça a été retoqué par la directrice de la bibliothèque, donc là, on a dû garder les livres. La deuxième solution, on a regardé un peu l'ensemble des surfaces, là aussi, on agglomère de la data, on essaie de voir ce qui se passe. C'est 65%. Alors, est-ce qu'on pourrait rogner justement sur les surfaces d'accueil, sur les surfaces tertiaires, etc. Et en fait, on se rend compte que sur toutes ces surfaces-là, les surfaces qui sont en rouge, là, il n'y avait aucun moyen de rogner. Alors, on s'est attaqué à la chronotopie, là, finalement, enfin, pas trop tôt, et on a regardé l'affluence, parce que les bibliothèques, elles mesurent extrêmement finement leur affluence. L'affluence de la bibliothèque. Voici l'affluence sur un an de la bibliothèque de la manufacture. La bibliothèque université de la manufacture. Donc là, c'est pareil, c'est un tableau Excel de 10 000 lignes et qui est résumé ici en un seul graphique. Et vous le voyez qu'en juillet-août, il y a moins de gens. Là aussi, on pourrait se dire, si on veut accueillir plus de gens, il suffit juste que faire des cours en juillet-août, c'est simple. Là aussi, ça a été retoqué, donc on n'a pas pu le faire. Si on regarde un peu, là, c'est la même courbe sur un an, mais plateau par plateau. Donc, c'est 7 plateaux sur la bibliothèque. On retrouve un peu cette désaffection de la bibliothèque en juillet-août, mais on voit qu'il y a des plateaux qui sont moins utilisés que d'autres. Ça commence à devenir intéressant. Si on fait l'analyse, là, ici, sur une semaine, type, une moyenne d'affluence, vous voyez toujours cette moyenne d'affluence ici en graphique, samedi, dimanche, il n'y a personne. La solution est simple. Il suffit de faire des cours le samedi, dimanche, mais là aussi, ça a été retoqué, bien sûr. Si on regarde à la journée, on se rend compte qu'il y a la pause de midi où il y a un vivier finalement de créneaux qui pourrait être pris et les étudiants ayant faim, ça ne marcherait pas non plus. Qu'est-ce que ces graphiques nous apprennent au-delà du fait qu'on peut difficilement demander aux étudiants de travailler l'été, le week-end et entre midi et deux, c'est que finalement, vous l'avez peut-être aperçu, c'est qu'il y a des plateaux. Déjà, en fait, les courbes, elles se suivent les unes les autres. C'est-à-dire que les étudiants, une fois qu'ils sont sur un plateau, ils y restent. Ils ne passent pas d'un plateau à l'autre parce qu'ils changent d'usage. Alors que les plateaux, ils ont tous chacun leurs caractéristiques. Il y a des espaces de travail, il y a des machins, des trucs. Mais l'étudiant, il est humain, donc il est un peu grégaire. Il reste sur son plateau et surtout, il va vers les plateaux qu'il connaît. Et on le voit sur l'analyse des pics de plateaux. Vous voyez, il y a 3 plateaux qui sont très très peu utilisés. Et même quand on regarde le pic d'affluence, là sur les 3 derniers plateaux, il y en a 3 qui dépassent jamais les 90%. Il n'y a aucune demi-heure dans l'année qui dépasse les 90% d'affluence. C'est-à-dire que globalement, ils sont plutôt à 30-40%. Et pourquoi ? C'est parce qu'en fait, ces plateaux sont inconnus des étudiants, des plupart des étudiants. Et pourquoi ? Parce que ces plateaux sont loin de l'entrée. Alors l'entrée actuelle, elle est là, vous voyez, c'est un bâtiment en L, la bibliothèque. Et nous, notre projet fascinant pour justement augmenter la capacité d'accueil de cette bibliothèque, c'est ça, attention, une nouvelle entrée en plein cœur du bâtiment. On n'a pas les résultats encore, mais on est sûr que ça va marcher. Le programme est en cours. Et en fait, les plateaux qui sont en haut à gauche, c'est ceux-là qui sont complètement abandonnés par les étudiants. Parce que l'escalier que vous voyez, le gros carré rouge, c'est l'escalier de desserte. Et quand on interviewe effectivement les étudiants, la plupart du temps, les gens ne savent même pas qu'il y a des plateaux accessibles par eux, justement au-delà du petit couloir qui est en marron. Donc des fois, l'intensité d'usage, c'est pas forcément construire plus, mais c'est juste un peu communiquer sur la disponibilité de certains espaces.
Un autre exemple universitaire, c'est l'université de Pau. L'université de Pau, elle est très jolie, vous le voyez, je vous invite à la visiter si vous avez l'occasion, c'est dans un univers très boisé. Ça, c'est le bâtiment, le projet est de l'architecte André Grésy, pour les références. Et ici, on nous a demandé de réfléchir à l'ensemble, à programmer en fait 2 bâtiments qui représentent, je vais vous le montrer, là c'est les petites photos du bâtiment. Alors, dans une programmation universitaire, ce qu'on nous demande souvent, enfin quand on interviewe les enseignants-chercheurs, ils nous disent à chaque fois, d'une, qu'ils ont besoin de plus de bureaux, ou des bureaux plus grands, ou 2, ils ont besoin de salles de cours. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour connaître vraiment le besoin en salle de cours? Pareil, là aussi, on analyse la donnée. La première chose, donc, on calcule les surfaces en les mesurant directement sur site. On fait des beaux graphiques comme ça. On se rend compte que, vous voyez, la surface d'enseignement, c'est 41% de la surface totale de l'opération. Ça veut dire que s'il y a un endroit où on peut jouer pour gagner de la surface, c'est bien là. Ou gagner de la surface, c'est bien sûr rendre les projets faisables, qui rentrent dans le budget. On regarde l'ensemble de ces surfaces-là et au lieu d'écouter les enseignants-chercheurs qui nous disent on a besoin de surface d'enseignement, on a besoin de salles de cours, on regarde là ici les 40 000 lignes de réservation de l'université de Pau sur le premier semestre. C'est un peu plus complexe à étudier, vous le voyez, ça fait un peu plus de sauts. Et de ça, par contre, on va créer un outil de modélisation de besoins en salle de cours. C'est-à-dire on rentre les 40 000 lignes, besoin, typologie par typologie, et on regarde sur le pic d'utilisation, le pic qui est souvent le premier semestre, quel est le besoin en salle de cours qu'ils ont en fonction vraiment des maquettes pédagogiques, pas en fonction de ce qu'ils nous disent. Et là, quand on fait le calcul, on se rend compte qu'ils n'ont pas besoin de grand-chose. Vous voyez le total à la fin, c'est la différence entre ce qu'ils ont et ce qu'ils devraient avoir à travers la modélisation. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'ils n'ont pas besoin de surface, ils ont juste besoin, vous voyez, de ne faire passer 20 salles qui sont entre 30 et 70 mètres carrés en 17 salles de moins de 30 mètres carrés, c'est-à-dire diviser les salles par 2 et du coup récupérer en partie une partie des surfaces, c'est la moitié de la surface, parce qu'ils divisaient les salles par 2. Ça nécessite énormément de travail. Et par contre, en face, une fois qu'on le présente justement au comité de pilotage, quand on le présente aux enseignants, l'avantage, c'est que par la donnée, on arrive à convaincre des choses qui sont plutôt sentimentales, de l'ordre du sentiment, et qui sont liées souvent à la désorganisation. Une autre chose que je vais vous montrer en 2 graphiques, c'était pour l'IUT de Nantes. On a fait exactement le même travail de modélisation. Et on a regardé sur le premier semestre combien de salles ils devraient créer, vous le voyez, pour leur IUT. Et ils devaient créer, pour leur premier semestre, pour 5 millions de salles de cours, 5 millions d'euros d'opérations de salles de cours. Le problème dans l'université, c'est que le premier semestre, c'est toujours le plus dense. Donc c'est là où on calcule tout le temps le besoin de salles de cours. Et là, nous, on a fait un exercice théorique, c'est que leur premier semestre, qu'est-ce qui se passait sur leurs besoins quand on le décalait d'une semaine? C'est-à-dire, au lieu de finir l'année juste avant les vacances de Noël, ils prolongeaient ça une semaine en janvier. Ce qui est chiant, hein, ça c'est sûr, hein, on peut imaginer. Quand ils recommencent, ils font une semaine en janvier. Mais du coup, ça nivelle le besoin et surtout, ça permet d'économiser quasiment 2 millions d'euros de coûts d'opération, c'est-à-dire 40% des besoins du coût lié aux locaux d'enseignement et 16% sur l'ensemble de l'opération. C'est-à-dire en une semaine de décalage, juste en se réorganisant un peu, en se disant bon, on n'a pas beaucoup de sous, peut-être au lieu de réduire notre nombre de salles de cours, on va peut-être se réorganiser un peu et on va réorganiser notre semestre. Et il gagnerait 2 millions d'euros. Je vais finir sur cette slide, elle est complètement indigeste. Alors, fermez les yeux. Mais on nous avait fait le même truc à l'université de Strasbourg, donc ça c'est sur 600 000 m², c'est énorme. On nous avait dit on a vraiment besoin de beaucoup de salles de cours.
Alors on a calculé pareil, et en fait on s'est rendu compte qu'ils n'en avaient pas forcément besoin de salle de cours quand on mettait tous les chiffres bout à bout. Alors on a présenté pareil en comité de pilotage, mais en fait on ne comprend pas pourquoi est-ce que vous nous dites que vous avez besoin de salle de cours, parce que quand on met les chiffres, en fait ça rentre, quoi. Vos étudiants ils rentrent dans votre salle de cours. Et là une personne, une vice-présidente nous a sorti cette phrase: oui, on trouve des salles le lundi et le vendredi, mais le mardi et le jeudi c'est juste impossible. Et on s'est rendu compte que le problème, il n'était pas forcément par rapport au nombre de salles de cours, il était juste par rapport au week-end prolongé des enseignants-chercheurs qui ne souhaitaient pas forcément réserver de salles le lundi et le vendredi pour avoir leur week-end prolongé, et que c'est ça qui provoquait l'embouteillage. Tout ça pour dire que l'intensité d'usage, parfois, voilà, on doit souvent lutter contre des égos, des vécus, des historiques, des histoires et beaucoup d'habitudes. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Est-ce que vous auriez des réactions, des remarques par rapport aux présentations qui vous ont été faites? C'est à vous la parole. Vous me dites, et je passe les micros. On les a claqués. Non. Ok. Vous avez tous envie de boire un coup, hein, c'est ça? Ouais. Bon, on en parle autour du buffet alors. Ça vous va?